on ne va parler pas de la procédure déclaratoire, qui c'est la procédure qui dure des années, sinon on a choisi par rapport à ce qu'on a lu sur les conventions ADA, et on va vous expliquer très brièvement des procédures, trois procédures pour les recouvrements. Et vous verrez que chacun a ses matières réservées. C'est consacré à un type de document ou de relations commerciales. Je vais vous parler de ce qu'on appelle en France l'injonction de payer, le juicio monitorio en espagnol. Et comme je vous ai dit, il existe une réglementation au niveau européen, je crois que 2004-2006, et qu'on applique. Chez nous, on ne l'applique pas. Et pour les transactions, soit transactions nationales ou transnationales, où on utilise la loi espagnole quand le juge, la compétence du juge espagnol. Alors, la matière réservée pour cette injonction de payer, c'est comme la réalisation communautaire, ce sont des dettes premières échouées exigibles d'une certaine somme. La somme actuelle, c'est 30 000 euros, mais comme le gouvernement il a envie de donner un peu de souplesse à la justice, il a décidé de monter de 30 000 euros à 250 000 euros le mois de mai. Cette procédure, je trouve assez naïve. C'est une procédure qui est pensée pour des dettes incontestées, des créances qui ne s'étaient pas contestées par les débiteurs. Et l'organe compétent de cette procédure serait la résidence du débiteur. Et comme le gouvernement veut que les notaires, les registrateurs, les avocats, on n'arrive pas à la fin du mois à décider de créer cette procédure où l'avocat et l'avoué n'est pas nécessaire. Alors, c'est une procédure très standardisée. C'est une procédure qui est écrite de demande, c'est une formulaire en imprimé. Et on doit indiquer un capital letters, une lettre légible avec la capitale, et l'identité du débiteur, l'identité du créancier, les domiciles de tous les deux, l'origine de la somme et les documents qui soutiennent cette plante. Les documents peuvent être n'importe quoi. Il peut être un document de débiteur, un document du créancier, mais un document qui préfère une relation de long terme. Et une fois que ça a été accepté par les juges, le juge va exiger au débiteur par une ordonnance de payer au comparaître pour dire pourquoi il ne paye pas. C'est très innocent, très naïf. Parce que alors les débiteurs pourraient faire des choses. Payer, ok, payer, le dossier sera archivé, et personne n'aura dépensé d'argent, parce qu'ils n'ont pas payé avocat au avoué. Non payer la dette et non comparaître. Dans ce cas-là, le juge sera très fâché. Il va décider on va ordonner la saisie de la somme avec les biens du débiteur. Dans ce cas-là, je ne sais pas, vous avez dit que l'Afrique, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas beaucoup d'argent. Chez nous aussi, avec les niveaux de consommation, les gens ils ont tendance à avoir moins de propriétés. Les sociétés, ils ont moins de propriétés. Alors, dans ces cas-là, les saisies, je crois qu'il y aura beaucoup de succès. Mais les plus habituelles, c'est que les débiteurs, ils non payent et ils présentent une opposition. Et dans ces moments, Disneyland est fini. Parce que qu'est-ce que fait les juges quand les messieurs, les débiteurs se posent? Pour n'importe quoi la raison. Il ne veut pas payer, il n'a pas d'argent, il n'est pas d'accord. Alors, dans ces moments-là, la procédure est transférée à une procédure déclarative correspondante, soit un déclaratif ordinaire, si c'est plus de 3 000 euros, ou soit une déclarative verbale, si c'est moins de plus de 3 000. Dans ces cas-là, tu auras besoin d'avocat, tu auras besoin d'avoué, et le seul avantage, c'est que les oppositions, les motifs qui va léguer des positions, il devra être absolument les mêmes qu'il a utilisé dans son écrit d'opposition pour la procédure de négociation de paiement. Et après que ce dossier est transféré à ces procédures déclaratives, les 2 ans, 3 ans de procédure commencent.
avocat Julien de Barcelone. Vraiment, merci l'opportunité d'être ici et de compartir avec vous notre expérience dans les différents procédures que nous avons en Espagne, surtout compte tenu tel qu'a exposé notre confrère Mathieu, de processus qui essaie de donner de rapidité à l'accomplissement des obligations. Premièrement, je voudrais vous parler des procédures d'exécution des titres de créances non judiciaires et agricoles. Ce processus a été réservé pour les personnes qui prétendraient, dans l'autre, le paiement d'une dette dans les titres ne seraient ni judiciaires ni agricoles et qui entraîneraient exécution, tels que le document intervenu par un notaire ou par un agent commercial. Pour pouvoir toucher une dette comme celle-ci, le montant de la dette doit être minimum 300 €. Un exemple, le type de titre plus normal pour commencer ce type de procédure, c'est normalement le reconnaissement d'une dette par un notaire. L'organisme judiciaire compétent dans ce type de processus, nous devons distinguer ici. Quand le débiteur c'est une personne physique, normalement, sera compétent le tribunal du domicile du défendeur. Mais si le défendeur n'a pas de domicile en Espagne, seront compétents le tribunal du domicile du demandeur. Mais si le débiteur c'est une personne juridique ou morale, serait compétent le tribunal du domicile du défendeur. Celui-ci sont des règles générales, mais il y a une spécialité. La spécialité, c'est pour le cas d'exécution du bien hypothéqué ou rentiste. Dans ces cas-là, quand nous voulons exécuter une dette ou un titre qui a été sécurisé pour une hypothèque, serait compétent le tribunal du domicile où se trouve la propriété hypothéquée. Mais si le bien hypothéqué ou nanti, c'est de la bière ou des biens meubles, serait compétent le tribunal auquel seront soumis les parts quand ils ont constitué l'hypothèque ou le nantissement. Pour ce processus, les demandeurs et les défendeurs vont être assistés pour un avocat et pour un avocat. Comment gère ce type de processus? Nous devons présenter une demande qui doit contenir nécessairement le titre de créance sur lequel se base le demandeur, la tutelle exécutive de dit, la somme réclamée et le bien de défendeur susceptible d'être saisi. C'est-à-dire, nous devons indiquer au juge, dans les cas chiants qu'il croit que nous avons raison, pour continuer avec les procédures, en liste une relation de biens à être saisis pour l'exécution, pour l'accomplissement de notre demande. Une fois nous avons présenté la demande, le juge communiquera au débiteur la dette de façon que le débiteur puisse connaître la réclamation et les biens qui ont été saisis pour garantir son obligation. Dans ces cas-là, une fois a été faite la communication, le débiteur pourra s'opposer que dans les 10 jours suivants à la communication, à la réception de la communication, mais la législation espagnole prévoit uniquement des clauses de possibilités de conditions taxées. C'est-à-dire, le débiteur uniquement pourra s'opposer s'il peut justifier le démantèlement des paiements de la dette, si le crédit qui a été réclamé peut être compensé pour un crédit liquidé qui résulterait d'un document qui aurait force exécutoire, une disposition du débiteur ou un excès sur le calcul de la dette, quand la dette est en espèces, une prescription en caducité ou l'accord de la transaction entre le défendeur et le créditeur. C'est-à-dire, la loi espagnole, le législateur espagnol, il essaye de faire un processus dynamique, rapide, de façon que tous les différents motifs d'opposition soient taxés et que ne soit pas un processus contradictoire, sinon qu'il soit plus un processus dynamique. L'autre processus que nous avons, c'est le processus certifié d'exécution.
ce que nous appelons un buffer cambiario. Nous pouvons commencer ce processus uniquement pour l'exécution de lettres d'échange, de chèques ou de billets à l'autre, qui n'ont été pas payés. L'organisme compétent, c'est un processus qui serait toujours pour des matières réservées pour l'exécution des frais de commerce. L'organisme judiciaire compétent serait toujours les juges du domicile du défendeur. Et s'il y a plusieurs défendeurs, serait le tribunal de n'importe lequel d'entre eux qui serait le compétent. Alors le processus commence avec une demande. Dans cette demande, il y aura une injonction à payer et une cessif préventive. C'est-à-dire, quand nous présentons les demandes, le tribunal va demander, va requérir le paiement au débiteur de façon que lui paye pendant les 10 jours suivant la réception de la notification. Et dans la demande, nous dirons déjà des biens sur lesquels nous demandons une cessif préventive, de façon que nous pourrons exécuter ces biens pour le paiement de notre dette. Dans ce processus, égal ici, il y aura le débiteur qui au niveau, il aura 10 jours pour payer ou pour s'opposer. Et les motifs de position seraient uniquement les mêmes que seraient les paiements ou l'accréditation du coup le débiteur n'a aucune légitimation pour l'inice du processus. Si dans les 10 jours qu'il a pour faire les paiements, il paye, il devrait payer le montant de la dette et les frais de tout le processus, et le processus sera fini. S'il ne paye pas et il ne se pose pas, le juge demandera l'exécution de tous les biens qui seront l'entrée. Malheureusement, tous les processus que je viens de vous exprimer sont pensés pour agir d'une façon rapide et normalement pour s'être fini avec 4-6 semaines. Mais malheureusement, l'expérience espagnole, telle qu'elle a été évoquée pour mon confrère Ignacio, la justice ne marche pas si rapide que le législateur voudrait. Je crois que c'est le même problème que vous avez ici. Et normalement, un processus qui peut durer 4-6 semaines, aujourd'hui, en Espagne, il nous demande 6 mois ou 9 mois pour définir. Mais peut-être beaucoup plus long si le débiteur a un convient pour exécuter ou si il commence à se poser et essayer de l'orienter la droite. À ce moment-là, un processus qui pourrait durer 4-6 semaines pourrait arriver à durer une année ou 2 années. Il paraît que nous devons avoir plus de mécanismes dynamiques, mais je crois que partout nous avons le même problème, chez vous que chez nous. Je pense que nous avons encore une dizaine de minutes pour discuter de cette problématique, de devoir d'exécution. L'expérience espagnole, je pense qu'elle est très édifiante puisqu'elle rappelle un peu ce que nous avons dans le pays, à savoir la possible injonction du pays, notamment consacrée par acte uniforme sur la procédure collective et les lois d'exécution. Les procédures simplifiées de pouvoir avoir les lois d'exécution. Et je pense que la directive européenne qui n'est pas appliquée n'apporte absolument aucun changement puisque les pays sont de plus en plus attachés à la législation nationale s'agissant de l'exécution de garanties, en tout cas de situées sur le lieu libre. Donc je crois que c'est tout à fait naturel. Voilà, donc le débat est ouvert. Si nous avons encore quelques minutes. Je voulais simplement peut-être suggérer à mes amis de la banque si quelqu'un pouvait intervenir pour rappeler les difficultés qu'a connues la banque ou que connaît encore les projets de secteur privé de la banque en matière de constitution d'hypothèques, en matière de réalisation de biens indivis, etc. Parce qu'on a déjà fait un ensemble de recherches de la pratique de l'expérience de la banque
et ce serait peut-être intéressant d'en parler. C'est une suggestion que je lance à ceux qui sont là devant moi. Alors, je prends les intervenants, oui. Moustapha Faye. Un instant, je note. Je vais prendre 5 et puis Moustapha Faye. J'ai trouvé très intéressant l'exposé fait par le professeur Dickerson. Pardonnez-moi si le nom peut-être que je n'indique pas tellement exact. Et bien sûr également les deux exposés faits par nos confrères espagnols. Je voudrais poser quelques questions. D'abord au professeur. Je l'ai entendu dire que c'est l'article 9, ce qui correspond en droit français et en droit sénégalais au livre 9 pour nous, est consacré aux sûretés. Elle a beaucoup parlé des sûretés. Et la question que je vous pose est celle de savoir, est-ce que c'est dans ce texte, dans ce livre, que se trouvent les voies d'exécution? Autrement dit, si vous avez une sûreté qui vous a été donnée par votre débiteur, conformément à ce livre 9, est-ce qu'il faut en plus se référer à ce livre 9 pour pouvoir exécuter la sûreté? La question me paraît être très intéressante. Pourquoi? Parce que quelque part, je l'ai entendu dire quelque chose qui me rappelle autre chose. Elle a dit que ce livre 9 serait rédigé par, semble-t-il, les parties les plus fortes, c'est-à-dire les créanciers, comme elle l'a dit. Bon, personnellement, ce n'est pas parce que je suis souvent l'avocat des banques, mais je trouve que l'acte uniforme sur les voies d'exécution, de manière générale, est plutôt favorable aux débiteurs, dans le droit oral. Alors, c'est pour ça que je lui pose la question, parce que c'est pour mon information personnelle. Deuxièmement, je voudrais poser quelques questions également à nos amis espagnols. Je trouve leur procédure très intéressante et quelquefois même, si vous voulez, moins compliquée que celle que nous connaissons, même en ce qui concerne les injonctions de payer. En revanche, je n'ai pas bien compris un certain nombre de choses, je voudrais être éclairé là-dessus. Ils ont parlé, notamment, je crois, c'est Ignacio, oui, c'est ça. Vous avez parlé de la réglementation communautaire et vous avez dit que souvent, vous préférez, dans certains cas, appliquer la réglementation locale, ce qui est différent du droit OHADA, où c'est un droit qui s'applique directement dans les pays qui sont des pays membres de l'OHADA. Alors, est-ce que cela veut dire, comme peut-être je l'ai entendu tout à l'heure, l'a dit Maître Fall, M. Fall, il a dit que, apparemment, vous avez le choix. Est-ce que cela veut dire que vous avez le choix entre les deux procédures? Et dernière question pour M. Ignacio, c'est, il a parlé des procédures, en parlant des procédures locales justement, c'est toujours vous, Ignacio, voilà. Il a parlé de déclaratives et d'exécutives et spéciales. J'ai compris d'un déclaratif, c'est-à-dire les procédures qui consistent, par exemple, à saisir le juge pour demander qu'il vous reconnaisse un droit et vous accorde, mettons, une créance sur le débiteur. Est-ce que c'est cela que ça veut dire? Exécutive, est-ce que cela veut dire que c'est, vous avez un titre, hein, que ce soit un acte notarié, un jugement ou je ne sais pas quoi, vous voulez l'exécuter, moi c'est comme ça que j'ai compris les choses. Et alors, c'est quoi la spéciale? C'est la question que je me pose. Parce qu'il a parlé, il a juste mentionné la spéciale, mais je n'ai pas très bien compris ce qu'il a dit. Monsieur Xavier, vous avez dit, en ce qui concerne l'exécution de créances non judiciaires ni arbitraux, et vous avez mentionné les actes des notaires ainsi que les actes des agents commerciaux. Je ne suis pas sûr que j'ai bien compris. Agents commerciaux. Alors, quelle sorte d'agents commerciaux il s'agit? Parce que les notaires, on peut comprendre, puisque dans notre système juridique, le notaire a un sceau public. Donc, quand il met son sceau sur l'acte, c'est quand même un acte, c'est un titre exécutoire. C'est bien ça, c'est un acte authentique. Alors, et ça m'amène à poser la question de savoir, qui est la suivante. Vous avez parlé des hypothèques, par exemple. Bon, j'ai compris garantie. Est-ce qu'il y a un juge spécial qui est chargé, par exemple, de contrôler
la réalisation de ces hypothèques ou de ces garanties? Bien, est-ce que c'est devant le juge, enfin je ne sais pas, parce que vous avez plutôt parlé de créances non judiciaires ni arbitraux. Donc ça me pose problème, quoi. Il y a un problème là que je n'arrive pas à résoudre dans ma tête. Est-ce que quand même si c'est une créance non judiciaire et non arbitrale, il faut quand même aller devant le juge, hein? Ou bien on peut tout simplement aller prendre le bien du débiteur et puis le mettre sur le marché et puis le vendre sans le contrôle de personne. C'est ça en fait l'objet de la question. Enfin, je m'excuse d'avoir été peut-être un peu long, mais je suis très intéressé par ce que j'ai entendu cet après-midi, plus que ce que j'ai entendu ce matin d'ailleurs. Hein? Mais ce que je veux dire simplement ici, c'est que pour les procédures simplifiées d'exécution, on a parlé de la désignation des biens dans la demande. Est-ce que cela veut dire que moi, je peux mener mon enquête contre mon débiteur, voir qu'il a une maison, une voiture, un yacht, et puis je sais pas quoi, bon, savoir qu'il préfère peut-être passer du temps dans son yacht avec ses amis, et voilà, me permettre de saisir le yacht en le désignant dans ma requête. C'est ça que je veux savoir. Je vous remercie, monsieur. Donne trop d'avantages à un créancier ou à un débiteur, c'est vraiment une question économique, culturelle, sociale, politique. Donc c'est pas facile à répondre. Je peux vous dire que, ayant exercé la profession plus d'une douzaine d'années, souvent pour les créanciers, je comprends bien que les créanciers doivent être suffisamment sécurisés afin qu'ils acceptent d'avancer les fonds à un taux d'intérêt possible, raisonnable pour le débiteur. Par contre, il faut également suffisamment protéger les débiteurs afin qu'ils soient eux à même d'emprunter. Dans le cadre de l'article 9, en fait, il y a certains aspects je crois avoir entendu, c'est-à-dire c'est la procédure dans le contexte de l'OHADA, par exemple des délais dans lesquels les créanciers doivent agir d'une manière ou d'une autre. Et, là où il y a eu, par exemple, un avantage donné aux créanciers dans une certaine mesure, c'est qu'un délai fixe a été proposé, assez court d'ailleurs, dans l'intérêt du créancier, plutôt que de parler, comme nous aimons tellement nous autres juristes anglo-saxons, plutôt que de parler de quelque chose qui est raisonnable dans le contexte commercial. Donc c'est vraiment pour donner une protection, c'est-à-dire que les frontières des actions du créancier soient parfaitement claires, et que dans ce cadre, le créancier puisse agir en toute sécurité, même si je devais aller aussi loin que possible, dans le cas où autrefois cette action dans ces délais aurait été entendue comme étant peut-être pas raisonnable dans le contexte. Il y a d'autres, la plus grande partie de ce que nous appelons procédure ne se trouve pas dans l'article 9, c'est-à-dire exactement comment l'huissier doit agir, tous ces délais, tout ça se trouve dans d'autres lois. Oui, j'essayais de répondre vite avec des idées. Oui, les textes espagnols, les textes communautaires est beaucoup plus facile à lire que la convention orale. Le système est, je ne sais pas si c'est plus simple, mais il est plus facile. En effet, les règlements, c'est pas un directif, les règlements communautaires, c'est facile à lire, et il y a des formulaires comme attachment, et c'est vraiment pour mettre un enfant, pour mettre en plante, pour une créance commerciale. Et sur les choix, où la loi, les règlements n'imposent pas l'application, c'est-à-dire que quand il y a un rapport transnational, il y a un transnational, et les demandeurs peuvent choisir entre aller et être très innovatif et utiliser pour la première fois dans la vie la réglementation communautaire ou l'espagnol.
je ne crois pas qu'en Espagne, il existe déjà une injonction à payer, ça n'apporte pas beaucoup. Je ne connais pas les autres pays, il y a des confrères français, italiens, je ne sais pas, mais en Espagne, ça n'apporte pas beaucoup la réglementation communautaire. Et comme je dis, normalement, je ne vais pas très vite, mais j'ai fait un exposé à Séville sur la Convention de Vienne et j'ai avoué que c'était la première chose qui m'ont appris quand j'ai devenu avocat il y a 20 ans, que je devais toujours me rappeler d'exclure la Convention de Vienne. Et la personne ne me connaissait pas. Okay? Ça a pris 20 ans pour voir que j'avais tort. Sur la déclarative exécutive et spéciale, le déclaratif, c'est clair, c'est déclaré un droit. La droit ne considère pas que même si c'est un droit, c'est voté. Si un juge ne déclare pas, parce que je ne suis pas d'accord que c'est voté, dans ces cas-là, il doit déclarer. L'exécutif, c'est comme exemple le titre notarial. En Espagne, je vais prendre avec des juges, mais il y a des choses qui fonctionnent très bien. C'est les registres des commerces, c'est les registres du propriété immobilier et les notaires. Ça fonctionne très bien. C'est quand même beaucoup d'argent, ils sont très riches, mais ils fonctionnent très bien. Alors, une titre du notaire, une registre, c'est exécuté sans passer par un déclaratif. Et so-called special, les spéciales, c'est les injonctions de payer. C'est étrange dans notre droit. Je dis que c'est une sorte de wishful thinking, c'est un sorte de rêve que quelqu'un va payer ou va pas payer. Et normalement, je dis ça toujours. Et aussi les procédures d'échange, pour faire les règlements d'échange, des lettres d'échange, des chèques, etc. C'est spécial parce que c'est pas dans la loi de procédure civile. La question en relation à les agents commerciaux, c'est une figure spéciale que nous avons en Espagne, c'est tout près au notaire. Et lui sert, sa fonction c'est à donner foi des actes de commerce. C'est surtout entre les commerçants. C'est une figure spéciale au même niveau que le notaire. En relation à notre question de la réalisation des hypothèques, il n'y a pas une jurisdiction spéciale en Espagne pour l'exécution des hypothèques. Mais il y a des processus spéciaux pour l'exécution des hypothèques. C'est-à-dire, quand on fait une constitution d'une hypothèque à partir d'une dette, et l'État exprèmement pacte l'application d'un processus spécial sur l'article 130 de la loi hypothécaire, je crois, l'exécution pourrait être par devant notaire. Par contre, ce ne serait pas nécessaire de comparaître par devant les juges et ne serait pas nécessaire de commencer un processus judiciaire. Sinon, que nous pouvons comparaître par devant le notaire, accréditer le non-accomplissement des paiements de la dette et exécuter le bilan. Et en relation à la dernière question, sur la désignation des biens dans le processus de certifié d'exécution. Nous présentons des demandes, nous devons signer les biens et les juges ils donnent 10 jours pour l'opposition ou le paiement. Si après ces 10 jours, il n'y a pas paiement, pas opposition, il va prendre les biens et les exécuter. C'est-à-dire, on les vend pour avoir l'argent et payer la dette, ou les donner au débiteur en paiement de la dette. Ça, merci. Nous avons... Je profiterai également de sa présence pour évoquer notamment l'article 9 de UCCC, qui est particulièrement intéressant dans le cadre surtout pour les bailleurs de fonds qui ont vocation à s'intéresser particulièrement aux sûretés. Nous avons évoqué avec notamment un grand nombre d'experts, lorsque nous avons commencé à vouloir tenter d'améliorer l'acte uniforme sur le droit des sûretés, de voir comment l'acte uniforme sur les sûretés pouvait se rapprocher de l'article 9 de UCCC, notamment le Security Interest. Lorsque nous avons surtout évoqué ces points-là avec la commission numéro 6, la CNUDECI, portant sur les garanties, qui est très proche en réalité dans leur position sur l'article 9 de UCC, ils nous ont dit, par rapport aux propositions que nous faisions, que nous n'allons pas assez loin. Nous n'allons pas assez loin dans les propositions qui ont été faites, malgré les efforts qui ont été faits, non seulement pour sécuriser
les investisseurs, mais assurer surtout l'équilibre entre les débiteurs et les créanciers, tout en facilitant la constitution et la réalisation des crédits. Alors j'aimerais bien que vous puissiez nous éclairer, notamment sur les différences qu'il peut y avoir entre le security interest et notamment les propositions qui sont faites de pouvoir faciliter la prise de garantie sur tous les biens, meubles, présents ou futurs, sur un ensemble de biens pour garantir toute obligation présente ou future. Lorsque nous avons cette définition, nous avons plutôt l'impression qu'elle est proche, parce que nous n'avons pas à voir quels sont les biens sur lesquels nous ne pouvons pas constituer de sûreté. Par ailleurs, je souhaiterais aussi que vous puissiez nous apporter quelques éclaircissements sur les conditions de publicité des sûretés aux États-Unis. Est-ce que c'est un système fédéral? Est-ce que c'est un système doté au niveau de chacun des États? Quelles sont les formalités susceptibles d'être faites pour faciliter justement la fiabilisation des informations détenues sur les sûretés et les biens mobiles? Merci. Peut-être une dernière question. Comme nos amis espagnols ont justement évoqué le bon fonctionnement de leur registre du commerce et du crédit, ce serait bien aussi que nous ayons un peu plus de détails sur leur mode de fonctionnement afin que nous puissions bénéficier de leur expérience. Merci. Je veux bien en parler plus long, avec vous plus tard. Je ne connais pas tous les détails de ce que vous avez proposé, mais peut-être qu'une des différences, c'est la manière de suivre les fonds qu'on reçoit après, si on vend la marchandise sur laquelle il y a donc ce security interest. C'est peut-être dans ce domaine, mais nous pouvons en discuter plus long. Parce que pouvoir suivre, si vous voulez, en tout cas, non, c'est pas seulement le bien, c'est également les revenus quand c'est vendu. En ce qui concerne la publicité, c'est d'État en État, en général, ça dépend un peu de ce à quoi on a affaire. Et en général, on sait qu'il y a un endroit dans chaque État où on est obligé d'aller voir, un peu comme c'est comme le registre. Et c'est ça la publicité la plus importante, si j'ose m'exprimer. Merci, professeur. Maître You, s'il vous plaît. Je n'ai pas voulu dire qu'en dépit des conventions internationales, il faut reconnaître que le Sénégal a, dans son code de la marine marchande, régi les hypothèques maritimes, comme la CEMAC a régi les hypothèques maritimes. J'ai voulu juste dire que les législations nationales existent dans l'espace OHADA, alors que l'OHADA a pour rôle justement d'harmoniser ces législations nationales qui auraient pu profiter de la législation sur les sûretés pour justement uniformiser ou en tout cas harmoniser les législations diverses sur certaines hypothèques en dépit de l'existence de conventions internationales. Parce que l'existence des conventions internationales n'ont pas empêché justement l'OHADA de légiférer sur la lettre de garantie en première demande, qui était déjà existante et prévue par les règles uniformes et les usages des RUI 600, et qui existe également et régie par des conventions internationales. Donc, l'existence d'une convention internationale n'est pas un obstacle à la législation communautaire, parce que simplement, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir de part et d'autre des législations incompatibles, inconciliables. Quand on est dans une communauté, ce qu'on veut sur le plan juridique, c'est justement la première garantie juridique, c'est de savoir que dans notre communauté qu'on partage, on a les mêmes instruments qui le régissent. Ça, c'était juste quelque chose que je voulais relever. Pour anticiper également sur les observations qui ont été faites par notre confrère espagnol sur la procédure spéciale, qui ressemble un peu à une procédure qui n'a pas été légiférée par l'OHADA, mais par l'UEMOA, sur les effets de commerce et les chèques. C'est l'UEMOA qui a permis d'avoir une procédure extrêmement rapide de recouvrement de ces types de créances, parce que sur la base d'un certificat de non-paiement délivré par la banque, notifié par voie d'huissier, dans un délai de 10 jours si le paiement n'est pas réalisé, permet aux bénéficiaires ou aux porteurs de cet effet d'aller directement au greffe, de faire apposer la formule exécutoire sans aucune contestation possible et de procéder ainsi au recouvrement de la plainte. Je pense que sur ce point, la législation espagnole
a plus ou moins rejoint la législation de l'UEMOA sur les effets de tourisme. Pour terminer, je pense que nous avons tous constaté que les lenteurs, c'est vrai, c'est des lenteurs qui sont imputables à un système juridique, mais des lenteurs aussi qui sont imputables aux acteurs du système juridique. Souvent, ce qui fait la lenteur du système judiciaire est en partie des pratiques, des contestations ou des oppositions, souvent futiles à la limite dilatoire. En France, il y a une loi qui me paraît être une loi peut-être qui est source de réflexion pour nous, c'est l'article 700 nouveau du Code de procédure civile, qui permet aux juges, automatiquement, à chaque fois qu'il y a un rejet d'une contestation farfelue, de pouvoir sanctionner financièrement le demandeur à cette contestation. Je pense que pour donner le vrai succès, justement, dans la réalisation des garanties, nous avons là une piste de réflexion. Je vous remercie. Et donc, par conséquent, je lève la séance et je laisse la parole au M. Letonnier pour qui me donne la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers confrères, à la différence du professeur Dikassou, je suis camerounais, mais je veux m'adresser à vous en langue anglaise, puisque je suis camerounais anglophone. Et pour faire la différence aussi, l'anglais étant une des langues officielles de l'OADA. J'ai pu comprendre. Thank you. It's a pleasure to be with you this evening. I'm going to make some remarks on the African Legal Support Facility. Remarks that ought to ordinarily have been made by Mr. Khalidou Gadio, who is the General Counsel of the African Development Bank, and who unfortunately had to leave because he has other commitments. So I'm standing in his place. I hope I'm still lucid enough to be able to make my comments understandable. Well, if I'm not lucid, the problem is mine. If I'm lucid, credit is to Mr. Gadio. So thank you. My presentation, I've sent both a prose version of the presentation and a PowerPoint version of the presentation to the International Association of Lawyers and the Senegal Bar Association. And it is detailed enough to give you all of the information you need concerning the facility, African Legal Support Facility as it stands at this moment. Now, the first, it's divided into 7 sections, but I'll go through them very, very rapidly given the time constraints. The first thing we need to note is the purpose and history of the African Legal Support Facility. The African Legal Support Facility came into being, if I may advance the slides. So you have a section on purpose and history, the legal existence, the institutional structure of the facility, the operationalization of the facility, its finances, and why we should normally be interested as lawyers in the existence of the facility. Now, as to the purpose and history of the facility was created for 2 basic purposes. First, to develop capacity in regional member countries of the bank. RMCs stand for regional member countries. To alleviate the deficiency in capacity in regional member countries of the African Development Bank, in the negotiation of complex commercial contracts, especially in the extractive industries. And secondly, to help build capacity to fight against litigation by vulture funds. And this initiative came about by a simple constat, as you say in French, that was taken into account by the ministers of finance of the African countries in 2003. They realized that in spite of the HIPIC initiative, the initiative for the alleviation of debt through the highly indebted poor countries initiative, a number of commercial creditors were going after the countries whose debts have been given and trying to erode the sustainability of the debt effort. So they asked that a facility be put in place to help poor indebted countries fight against vulture funds. I'm sure you all know what these vulture funds are. These commercial creditors who are incorporated
in tax havens for the main purpose of going after indebted poor states and recovering loans that they have purchased at very off-market rates. That is. So in 2005, the African Commission recognized that the problem was a growing problem, and later on, during the G8 summit in Gleneagles, they realized that something had to be really done. So the African Development Bank, then following a round table ministerial conference of the ministers in Addis Ababa, decided to take the bull by the horns and establish a facility which we now know as the African Legal Support Facility to help countries in those two areas that I've just mentioned to you. Now, the first focus of the facility is on helping indebted poor African countries fight against vulture funds. And what do these vulture funds do? They prey on indebted countries by buying their debt at discounted rates, very heavily discounted rates, and trying to recover them at face value plus interest plus penalties. And then they also prey on more traditional creditors like multilateral development institutions who have forgiven the debt, and Paris Club countries that have forgiven the debt of these poor countries because they try to erode the sustainable basis of the debt, and thereby they erode the initiatives such as the MDRI and the HIPIC initiative. We know of several cases that have come up recently against the Republic of Congo by Elliott Associates, Zambia against Donegal. There are lots and lots of them. And the whole issue of vulture funds started with the Brady Bonds issue in the US when Uruguay went into debt default in the early 90s. It's a long history which I will not go. The second aspect of the legal support facility is to try to build capacity in the regional member countries of the African Development Bank in the negotiation of complex commercial contracts. We know that for people to draw benefits from contractual relations, the parties must act on an equal level playing field. But that's not often the case in Africa when we negotiate extractive industries contracts. Most often, the investor comes in with heavy equipment and investment facilities and tries to build an offtake agreement that allows them to heavily front-load the investment and then take out as much as they can in the first years of investment. And this is because on the African continent we lack the capacity to negotiate so that the parties are acting on an equal and level playing field. So one of the duties of the facility is going to be to help African countries build the capacity to negotiate on an equal level and level playing field with investors that are coming into Africa to invest, be it in infrastructure, in energy and power generation, in extractive industries, and even in the conservation of flora and fauna. And one of the key reasons for this is that over the past couple of years, we have witnessed a spate of renegotiation of contracts that have been entered into because the parties did not act in good faith, either did not act in good faith at the time when they negotiated the contract, or did not have the same capacity to negotiate when they negotiated them. We've seen examples of this in Liberia, in Guinea. Like in Guinea, you have the case of Rusal, the Russian company, which has been dispossessed of a mining license because of alleged misfeasance in the negotiations process. And so in the last couple of years, we've seen a big spate of renegotiations of contracts. And so the African Development Bank thought that it would be useful to put in place a facility that will help lawyers on the continent build up their skills in negotiating complex commercial contracts by working in partnership with lawyers outside of Africa who have this capacity already. And we will soon see how the facility will function in this area.
Now, in the area of vulture fund mitigation, we must say that the facility's duty is to assist member countries of the African Development Bank fight against vulture fund mitigation. They will do this by providing legal advice and preliminary analysis of cases brought against member countries to indicate to those member countries what their potential rights and obligations are. They will also help member countries to, the facility will also help member countries to understand the complex nature of the transactions they enter into before they sign on the dotted line. But the facility will not engage in trying to get credit debtors to evade their legitimate obligations. That is, if the country rightfully owes a debt that it sold knowingly to a vulture fund and for good cause, it ought to pay. The facility will not help the country to evade its legitimate legal obligations. In the area of, now, going forward, the facility came into existence on the 15th of December 2008, after 29 member countries of the African Development Bank and one international organization had signed the treaty establishing the African Legal Support Facility. So the African Legal Support Facility is an international organization established under the auspices of the African Development Bank, but with a separate and distinct legal personality from that of the African Development Bank. Its membership is open to member states of the African Development Bank, to other states that are not member states of the African Development Bank, to the African Development Bank itself. The African Development Bank was one of the first members to sign the facilities agreement and to make resources available to the facility. And so far, the only resources that are available in the facilities corpus. And to other international organizations. Currently, membership of the facility stands at 37 countries that have signed and ratified the agreement. The last one of them being England. England just recently signed the agreement and ratified it, and it's also going to make funds available to the legal support facility. And two international organizations, the two international organizations being the African Development Bank and OHADA, both of which are on the governing council of the facility. Right. As I said before, the agreement establishing the African Legal Support Facility confers on the facility the status of an international organization, and therefore full and separate juridical personality from that of the African Development Bank, and thus the powers to enter into contracts, to conclude agreements, to acquire and dispose of movable and immovable property, and to be a party to legal proceedings. The institutional structure of the facility is composed of three organs. First, you have the Governing Council, which is composed of 12 members. And the Governing Council is picked once every year at the annual assembly of the facility, which takes place concurrently with the annual meetings of the African Development Bank. It's composed of 12 members from member countries of the facility, and international organizations that compose the facility. Then below the Governing Council, you have a management board. The management board is composed of 5 personalities interested in African affairs of high repute and standing that are appointed for a period of 3 years to look into, to almost run the day-to-day activities of the facility alongside the director of the facility. Currently, you have a management board that is composed of Mr. Peter Egan, the president of Transparency International and EITI, and other very renowned personalities, one of whom is a former staff member of the African Development Bank, Mr. George Aaron. Then below the management board, you have the director of the facility. And I must say the current director of the facility is just in the process of being appointed. He might be appointed as soon as the end of the month. He will be appointed in an interim capacity because the facility is still very fledgling
and we are trying to put in place the structures to get the facility operationalized. Now, without going to all of the other details, let me just go to the essential part. Why should we as lawyers be interested in the existence of the facility? As I noted before, the facility's main purpose would be to help build capacity on the African continent in two broad areas. In the area of litigation against vulture fund, and also in the area of negotiation of complex commercial contracts. And complex commercial contracts come in all types of varieties and forms. And why should we lawyers be interested? Currently, whether it be in the creditor litigation area or in the extractive industries negotiations area, most of the capacity is available in the Anglo-Saxon world. That's a given. Some of it, other capacity is spreading now to Europe and taking root in Europe, but again led by firms from the Anglo-Saxon world. So what we are attempting to do is to build partnerships between those who have the capacity currently and those in the continent aspiring to have the capacity, so that that capacity can be transferred to the continent. And people in the continent can acquire the ability to be able to help parties on the continent negotiate on an equal and level footing with parties coming into the continent. So what the facility will do is that, first, in cases of vulture fund litigation, the facility will work with the country against which a lawsuit has been brought to claim for a debt that has been bought by a commercial creditor, to identify a law firm that can help the fight against the vulture fund, and will request that law firm to associate to itself a law firm on the continent, which it can correspond with to build the capacity for that law firm to have the skills to also be able to deal with vulture fund litigation. The facility will advance funds on behalf of the country that is being sued to defend itself. Therefore, it will foot the lawyer's bill for the country. In some cases, there will be a refund later on, depending on the capacity of the country. In other cases, the funds will be for free, depending also on the capacity of the country. For very poor and fragile states, the funds will be given for free. For countries that are deemed to be resource rich, there will be some compensation of some form once the legal processes go through. Now, but the essential thing would be that there will be a partnership required, overseen by the facility, which will not be a direct party to that agreement, between a law firm outside of Africa, which has the capacity to deal with vulture fund litigation, and a law firm inside Africa, so that there should be transfer of knowledge. And that will also help the facility build a database which will build in precedents that can be used later on to train lawyers on the continent to begin to do the job on their own. The same thing will go for the negotiation of complex commercial contracts. Currently, if you have a PPP, private-public partnership, in Africa, you have to go to Europe to shop for the expertise to negotiate that contract. And they often associate law firms on the African continent with very subsidiary rules to do due diligence issues like check out the registry of the company, find out whether a local bank can accord a loan of maybe 2 million francs for buying stationery and stuff of that nature. Now we want to carry this beyond that, and also in the area of negotiation of complex commercial contracts, try to get law firms that are qualified to do so on the other side of the world to work with law firms in Africa, not on a pro bono basis, not on as cheap a basis as for litigation of vulture funds litigation, but on an equal footing at commercial rates. And in this case, the facility will also advance funds to countries that are negotiating possibilities to negotiate commercial contracts, whether it be for the extraction of minerals, for petroleum ventures, for the building of infrastructure, for power plants,
what kind of activity that the country needs expertise for, the facility will fund the fees of the law firms, both on the continent and outside the continent. And then, once the negotiations are through, because the commercial contract will be a revenue-generating activity, the country concerned will have to reimburse the funds advanced by the facility so as to ensure the sustainability of the resources of the facility, and therefore its credit worthiness over time. Now, how is the facility funded? The facility has been funded initially by the African Development Bank, granting to the facility from its net income an allocation of almost $15 million to start off its activities. Britain has also made a pledge to donate about $7 million to the facility when it starts its operations. And other donors are on the line. The Netherlands have expressed an interest, and other donors are also expressing interest. So, as I said before, the director of the facility, the interim director, is in the course of being appointed. And once he or she is appointed, the facility will start its operations. Thank you very much. I hope I wasn't too rapid. Well, you have the presentation, the international, you have. Besides myself in English. Yeah. Go right ahead. Fire on. Okay, thanks a lot. I'm Ibrahim Diallo of Senegalese Bar Association. Okay, so I'm very interested on what you are telling right now, because less than 3 months I was in Paris doing a stage in one American law firm. So one thing I see there, and what I cannot understand very well, is that the big African contract, like energy contract, like infrastructure contract, is not is made in Europe or in America. It's made by the big law firm like Clifford Chance, like White & Case or something like that. And what I cannot understand is why the African law firm cannot negotiate those kind of contracts. Why they give it to those big law firms? It's just the question I want to ask. Is because that they are not able to do that, or because the government of African states are complacent or are ashamed to give that kind of contract to the African law firm? Thanks a lot. Je vous remercie. Billet. Je suis le bâtonnier des barreaux de la République démocratique du Congo. Et là, je crois que